Alors, dans la vidéo précédente, on est arrivé à écrire l'équation du mouvement du système du pendule de pôle sous cette forme. Phi 2 points plus 2 gamma, phi point plus oméga 0 au carré, phi égale à 0 avec oméga 0, c'est la pulsation propre du système qui s'écrit sous cette forme C sur IZ, avec C c'est le coefficient de torsion du ressort spiral du pendule, IZ est le moment d'inertie par rapport à l'axe Z du cylindre, et gamma était égal à alpha sur 2Z, avec alpha c'est ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement dans le cas de rotation. Alors, puisque on a déjà fait l'étude de ce système, mais bien sûr avec une translation, l'étude se fait de la même chose, de la même manière, sauf que on est en présence d'une rotation et non pas d'une translation, mais le traitement mathématique sera le même. Voilà. Alors, puisque dans le cas des trois expériences qu'on a faites sur le pendule de pôle, on avait toujours un mouvement d'oscillation, c'est que on était toujours en présence du régime oscillatoire. Alors rappelez-vous que pour le système amorti, on avait trois types de mouvements. On avait le mouvement oscillatoire, le mouvement apériodique et le mouvement critique. Alors pour les trois cas qu'on a vus, c'est bien le cas oscillatoire qui se produit à chaque fois. Alors pourquoi cela a eu lieu? Parce que le freinage ou le degré d'amortissement était relativement faible, bien que on ait des cas où l'évanouissement se produit très rapidement, mais ça reste toujours un degré de frottement relativement faible. Alors mathématiquement, cela veut dire que dans le cas de faible freinage, ou bien sûr faible amortissement, le gamma doit être inférieur à oméga 0. Rappelez-vous le traitement du cas du mouvement de translation. On a calculé le discriminant de l'équation caractéristique de cette équation, et on a trouvé pour le cas oscillatoire que le gamma devrait être inférieur à oméga 0. Alors la solution de l'équation différentielle ci-dessus est donnée par cette expression. Je ne vais pas revenir sur la démarche qui nous a permis à aboutir à cette équation. Vous pouvez revenir aux vidéos précédentes, mais je vous le donne ici. Phi de t, c'est-à-dire l'angle d'écartement du pointeur par rapport à la position d'équilibre, égale à une constante, fois exponentielle moins gamma de t, fois cosinus oméga a t moins θ. Alors pour vérifier ce résultat, on doit voir sur la vidéo que effectivement le mouvement, bien que son amplitude décroît, mais le mouvement est toujours oscillatoire. Voilà, vous pouvez voir que effectivement le mouvement est oscillatoire. Voilà. C'est un mouvement oscillatoire avec une certaine fréquence, bien que son amplitude change avec le temps. Mais il faut être sûr que le mouvement du disque est oscillatoire. Voilà, c'est pour ça qu'on a écrit cosinus. Bien sûr, oméga A, c'est la pulsation, c'est la pseudo-pulsation, oméga A t moins θ. Alors θ, c'est un angle, c'est une phase, voilà, par rapport au temps. On a ici deux inconnus, A et θ. Avec A exponentielle moins gamma de t, c'est une amplitude exponentiellement décroissante du mouvement oscillatoire, puisqu'on a déjà vu par expérience que l'enveloppe était exponentielle. θ, c'est une phase qui peut être définie par les conditions initiales.
oméga A égale à racine carrée de oméga 0 au carré moins gamma au carré, ce qu'on appelle la pseudo-pulsation du mouvement. On l'a déjà trouvé dans une vidéo précédente. Et bien sûr, la pseudo-période, c'est 2pi sur oméga. Voilà. Alors la fonction pseudo-période TA en fonction de gamma est croissante et à chaque fois que le degré de freinage augmente, le mouvement de rotation du disque devient plus long. Le mouvement, c'est masculin, plus long. Alors, on peut utiliser par exemple dans le cas où on a lâché la masse, le disque à un écartement de 18 et on le lâche sans vitesse initiale. Voilà. On peut avoir par exemple phi 0 égale à 18. Et c'est un nombre qui correspond à la graduation 18. Alors on aura phi de t égale à phi 0 exponentielle moins gamma de t cosinus oméga a fois t. Alors, ce que nous avons mesuré dans notre expérience, ce sont les valeurs des amplitudes en des temps séparés d'une pseudo-période TA, en partant de t égale à 0. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que à t égale à 0, on a eu phi 0 égale à phi 0. Voilà. Après une pseudo-période TA, on a prélevé la valeur de l'amplitude qui était égale à phi 1, qui est égale à phi 0 exponentielle moins gamma de TA. Voilà, parce que l'amplitude a cette allure. Voilà. Puis, après deux pseudo-périodes, on a prélevé la valeur de l'amplitude, on l'appelle phi 2, qui est égale à phi 0 exponentielle moins gamma fois 2t. Voilà. Alors, ou encore, d'une façon générale, après n pseudo-périodes, après un temps égal à n pseudo-périodes, l'amplitude du mouvement du disque serait égale à phi de n égale à phi 0 exponentielle moins gamma n t ta. Alors, remarquons sur les résultats obtenus pour le cas d'une tension égale à 4 volts que les intervalles de temps séparant les moments auxquels le pointeur est atteint son maximum sont plus ou moins les mêmes. Voilà, c'est une remarque que nous avons déjà faite. Et A égale à 1,932 secondes. Voilà. Parce que c'est une constante du mouvement. Chaque degré de freinage a une pseudo-période propre à elle. Alors remarquons aussi que théoriquement, le rapport des amplitudes consécutives est constant. Alors, c'est quoi les rapports des amplitudes consécutives? C'est ce rapport, par exemple, le rapport entre phi 1 et phi 0, phi 2 et phi 1. Voilà. De façon générale, c'est l'amplitude en un temps égal à nta sur l'amplitude au temps n plus 1 ta après une période, un pseudo-période, qui est égal à phi de n sur phi de n plus 1, qui est égal à phi 0. Alors on remplace phi 1 par phi 0 exponentielle moins n gamma et a, et phi n plus 1 égale à phi 0 exponentielle moins n plus 1 gamma ta, ce qui donne exponentielle gamma de ta. Alors gamma c'est une constante et ta c'est aussi une constante. C'est pour ça que je dis que ce rapport entre les amplitudes consécutives est normalement constant. Alors de là, on n'aimerait pas travailler avec des exponentiels, c'est pour ça on fait introduire le logarithme, et le logarithme de cette constante est appelé décrément logarithmique. Voilà, lambda égale à gamma t ta, c'est ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Et je trace ici sur un tableau les rapports entre les amplitudes consécutives. Voilà, 0 pour 0, c'est-à-dire phi de 0 sur phi de 1 égale à 1,14.
Pour phi de 1 sur phi 2 égale à 1,16. Pour phi 2 sur phi 3 égale à 1,16. Et ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas exactement une constante, mais ça donne des valeurs plus ou moins proches les unes des autres. Voilà. Et pour ce cas de freinage où la tension est égale à 4 volts, on aura, par exemple, je prends une valeur moyenne, par exemple, log de 1,16 qui est égal à 0,15, ce qui nous permet de trouver le facteur d'amortissement qui est égal dans ce cas de freinage 0,15 sur la pseudo-période qu'on a trouvé 1,932. Alors cela nous donne gamma égale à 0,077 radians par seconde et on est bien dans le cas où le gamma est inférieur à oméga 0. Il est même très inférieur à gamma à oméga 0 puisque gamma oméga 0 égale à, on l'a trouvé égal à 3,29 radians par seconde. C'est le signe d'un mouvement amorti où l'amortissement est très très faible. Comparer 0,077 avec 3,29. Voilà. Maintenant pour le cas où la tension était de 8 volts, j'ai j'ai mesuré ici les rapports des amplitudes consécutives. Alors pour 0, on a phi 0 sur phi 1, on a trouvé 2,09. Bien sûr, les amplitudes, je l'ai déjà mesuré. Voilà. Pour phi de 1 sur phi 2, on a 2,09 pour 27. Alors, vous voyez que c'est pas exactement constant, mais j'ai pris par exemple 2,09, log de 2,09, le décrément logarithmique égale à 0,73 et cela nous permet de trouver la valeur du facteur d'amortissement qui est égal à 0,73 sur TA qui est égal à 0,39 radians par seconde et on voit bien que gamma est inférieur à oméga 0 qui est égal à 9,29. Alors, pour U égale à 14 volts, on aura un rapport d'amplitude consécutive qui est égal à 22,5. Alors le décrément logarithmique qui est égal à 3,11. Et même avec cette valeur-là, on aura gamma égal à 3,11 sur 2,134 qui est la pulsation. La pseudo-pulsation dans ce cas-là, on trouve gamma qui égale 1,45 radians par seconde qui est bien sûr inférieur à oméga 0. On est toujours dans le cas du mouvement oscillatoire. Alors on voit bien que ça nous donne une idée sur le fait que gamma, c'est-à-dire le facteur d'amortissement, est faible dans le cas où le courant est faible. En augmentant le courant, bien sûr en augmentant la tension, on aura alors que pour gamma égale à, pour U égale à 8 volts, on voit bien que le facteur d'amortissement augmente de 0,077 à 0,39. Puis si on augmente la tension, voilà, si on augmente la tension, c'est-à-dire on augmente le courant qui passe dans la bobine, le facteur d'amortissement augmente et atteint la valeur de 1,45 radians par seconde. Voilà. Alors une petite remarque, le dispositif utilisé ici ne nous permet pas d'atteindre le cas de mouvement apériodique car pour la valeur maximale de tension que peut délivrer la source, voilà, 14 volts,
le mouvement est toujours oscillatoire. Alors, il manque ici un C. Pour atteindre ce cas de mouvement, on doit fournir un courant plus intense, donc plus de freinage. Voilà. Et je vous ai montré ici que la valeur maximale qu'on peut, voilà, c'est la valeur maximale parce que c'est pour ça, c'est pour 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Et le dispositif ici ne nous permet pas d'atteindre un mouvement, apériodique, voilà, puisque pour un maximum de tension, on aura toujours un mouvement oscillatoire. Alors pour atteindre le mouvement apériodique, c'est-à-dire le système va revenir à sa position d'équilibre lentement sans la dépasser, pour cela on doit fournir un courant plus intense que ce que nous avons donné dans l'expérience précédente. Pardon. Alors les valeurs de gamma nous permettent voilà, de déduire les valeur du coefficient de frottement alpha, car on a gamma égale à alpha sur 2iz. Voilà, rappelez-vous, avec alpha qui doit être égal à 2 gamma iz. Mais quelle est la valeur du moment d'inertie du disque iz? Comment peut-on trouver la valeur du disque, du moment d'inertie du disque? Alors pour cela, on remarque que oméga 0 carré égale à c sur iz. Alors pour trouver la valeur du moment d'inertie du disque par rapport à l'axe Z, on doit avoir la valeur de C et de oméga. Alors oméga 0, on l'a déjà trouvé approximativement, mais comment trouver la valeur de C? C'est-à-dire le coefficient de torsion du ressort spirale C. Alors pour cela, on peut à l'aide d'un dynamomètre trouver la valeur de C en mesurant le moment de rappel du ressort sur le disque en fonction de l'angle d'écartement. Car gamma R égale à C fois phi. C'est-à-dire, avec un dynamomètre, on va appliquer un moment. Voilà. Et en fonction de, bien sûr, le dynamomètre va nous donner la valeur de la force. Nous avons aussi, on peut mesurer le bras. Voilà, on peut mesurer le bras. Et avec cette expression, on peut donner la valeur, trouver la valeur de C en connaissant l'écartement du disque. Voilà. Je vais vous montrer juste comment faire. Voilà. On peut avoir par exemple ici. Alors par exemple, on peut attacher le dynamomètre en ce point-là. Alors nous avons le bras. Le dynamomètre va nous donner la valeur de la force. Alors la force, elle est perpendiculaire au bras, c'est le sinus pi sur 2C1. Alors le moment, c'est le dynamomètre, la force mesurée par le dynamomètre fois le bras. Et on mesure aussi l'angle de déviation. En connaissant ces deux paramètres, on peut connaître C. Voilà. On peut connaître C. Et je vous laisse le soin de le faire pendant la séance de travaux pratiques si vous en avez. Merci.